Germe d'avenir, c'est une chronique pour rester vivant dans un monde où les valeurs sont inversées, pour devenir éternel dans une société mortelle. Avec Mathias C., ingénieur et arboriculteur, et Isabelle Alexandrine-Bourgeois, journaliste et réalisatrice, parfois avec des invités extraordinaires, nous vous emmenons en conversation dans des espaces où palpite encore le pouls de l'homme, en harmonie avec la terre, les lois de la vie et du bon sens. Ensemble, poussons joyeusement la porte du renouveau pour entrer dans cet âge d'or qui nous attend. Alors aujourd'hui, nous sommes le 7 juin 2021 et nous nous trouvons en présence de Valérie Bugeaud, qui est chercheuse indépendante, docteur en droit, analyste de géopolitique juridique. J'ai compris d'où venait la force de Valérie lorsque j'ai appris que son grand-père était un ancien résistant. Vous êtes venue, Valérie Bugeaud, donner une conférence aux Ateliers de la Côte il y a quelques jours à Étoile, où vous avez rencontré un public nombreux. Vous avez beaucoup d'admirateurs et de sympathisants ici en Suisse, parce que peut-être qu'en Suisse, il y a encore une certaine curiosité pour la liberté d'expression et pour la souveraineté. Et nous sommes très fiers, Mathias et moi, aujourd'hui, de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Bonjour Valérie. Bonjour Isabelle, mille merci pour votre invitation, votre présentation, et je suis enchantée de partager ce moment avec vous et Mathias. Je pense qu'on le sent tous. On est dans une situation qui ressemble à un conflit, en tout cas un affrontement entre plein de forces diverses. On aura l'occasion de l'aborder et de les décrire, mais c'est donc Sun Tzu qui décrivait très bien qu'il est difficile de gagner une guerre si on ne connaît même pas son ennemi. Et je pense que le plus important pour nous, c'est déjà de commencer par le décrire. Est-ce qu'il se cache donc un ennemi derrière cette crise autour du coronavirus aujourd'hui? Et si oui, lequel est-il et comment le débusquer? Oui, alors effectivement, les populations, et en particulier les populations occidentales, mais je dirais toutes les populations du monde, ont un ennemi prioritaire qui se cache derrière l'anonymat de toute l'organisation juridique du système économique. Et c'est ce que j'ai décrit dans mon livre. Les raisons cachées du désordre mondial, c'est qu'en réalité, l'ordre économique au niveau mondial a été capté par des grandes corporations qui ont été rendus possibles, qui ont été générés, qui ont été financés par les grands banquiers internationaux, dont on ne connaît pas réellement ni les noms, même si évidemment certains noms quand même sont assez... maintenant, il devient monnaie courante de les entendre, mais on ne sait pas exactement sous quelle forme ils agissent, ni dans quelle mesure leur pouvoir s'étend. Donc il y a toute cette problématique d'anonymat qui se cache derrière tout un système juridique en réalité. On ne parle jamais de droit, mais le droit est fondamental parce qu'il organise la vie des gens sans même que les gens s'en rendent vraiment compte. Ils n'ont que les effets des règles qui ont été établies. Donc derrière ce système, il y a en réalité des personnes physiques. Et c'est ce qu'on oublie trop souvent. On a l'impression d'être dans une matrice, mais cette matrice, à l'origine, ce sont des personnes physiques. Et il faut comprendre que c'est précisément non seulement ces personnes physiques qui dirigent la matrice, mais également tout le système de la matrice qui est devenu l'ennemi des populations. Parce que, en réalité, la matrice dépossède les individus de leur pouvoir sur leur vie quotidienne, sur leur avenir, sur leur capacité à organiser le monde qui les environne, de leur capacité à se projeter dans l'avenir. En réalité, c'est une captation de leur capacité en tant qu'individu et en tant que groupe à s'organiser et à se prendre en charge. Cette captation, elle se fait à quel niveau concrètement? Alors la captation en priorité a eu lieu sur l'aspect monétaire, ensuite sur l'aspect économique et enfin, le plus important pour le quotidien des gens, par l'aspect politique. C'est-à-dire que le politique a disparu au profit de l'économique qui lui-même a été capté par les grandes institutions bancaires internationalisées depuis très très longtemps en réalité. Donc la manifestation extérieure directe pour les populations, c'est la captation du politique, du principe politique et des hommes politiques qui ne sont plus là pour représenter l'intérêt des populations qu'elles régissent, mais qui sont là en tant que relais d'influence des intérêts financiers supérieurs.
Est-ce qu'on peut dire que les médias sont aussi un vecteur de captation? Bien entendu, les médias en réalité font partie intégrante du système et les banquiers, les grands banquiers internationaux ont développé leur puissance et leur captation par le contrôle de l'information. Donc depuis toujours, le contrôle de l'information est intimement lié à cette hégémonie financière qui nous opprime, qui opprime les populations aujourd'hui et depuis déjà pas mal de temps. Mais ça, c'était le premier aspect de la question. Et j'insiste sur le deuxième aspect qui est quand même un peu plus positif parce que s'élève peut-être, certainement et même définitivement un contre-pouvoir à cette hégémonie financière qui n'était pas prévue ni par eux ni par personne et qui vient de Chine. Et ce contre-pouvoir existe pour la raison suivante, c'est que la Chine est une civilisation millénaire et que cette civilisation a été mise à néant, justement par ce pouvoir financier globaliste, et que maintenant qu'elle a utilisé les armes de l'adversaire, elle s'est redressée et elle est en capacité de réinventer son propre avenir. Et donc nous avons donc une volonté hégémonique financière qui se heurte à une volonté de type civilisationnel, de type continental et non plus apatride liée à la répartition des capitaux, qui s'élève et qui compte faire entendre sa voix. Et donc pour les populations en général et pour la vie quotidienne des gens, même s'ils ne s'en rendent pas compte, c'est un formidable moment d'espoir parce que ça équivaut à l'émergence d'un nouveau contre-pouvoir et à l'affrontement de deux titans. Et c'est dans ces conditions de contre-pouvoir que des espaces de liberté peuvent à nouveau surgir sur la surface du globe et parmi les différentes populations, à la condition que ces populations acceptent de se reprendre en main, de reprendre leur destin collectif en main. Votre lecture est très originale et passablement dissidente puisque les médias s'évertuent effectivement à nous dépeindre la Chine comme le nouveau péril jaune, comme le pays de l'intelligence artificielle où nous allons tous être tracés et que nous autres ici nous sommes encore dans un processus démocratique. Mais bien entendu, en réalité, c'est une stratégie de détournement, de contournement. Et une fois qu'on a compris comment ils agissaient, on peut même détecter leur présence par ces moyens d'action. En réalité, pourquoi nous montrent-ils un ennemi qui n'est pas notre vrai ennemi, mais qui est leur ennemi à eux? Eh bien, justement pour qu'on prenne position pour eux, pour renforcer leur posture par rapport à leur véritable ennemi. Est-ce d'abord le rôle foncier des populations que de prendre le parti de personnalités qui se cachent derrière des corporations, qui n'ont aucune responsabilité, qui n'ont jamais eu la moindre bienveillance ni la moindre intention d'agir pour les populations, qui les prennent à partie à un moment donné pour les mettre en bouclier humain contre leurs véritables ennemis? Non, moi je dis non, redressons-nous et acceptons de nous émanciper, d'être capables à nouveau d'identifier quels sont les intérêts, nos intérêts réels en tant qu'individus, en tant que groupe, dans la sérénité, d'engager des liens commerciaux, culturels avec l'Asie et en particulier avec la Chine qui est la puissance qui a émergé en tant que contre-pouvoir. Qui sont finalement ces ennemis déclarés, qui ne se cachent même plus? Est-ce qu'ils sont en lien avec le Great Reset? Évidemment, en fait, ce sont eux qui ont organisé le Great Reset pour prendre officiellement le contrôle des institutions du monde, des politiques qu'ils avaient pris officieusement et qu'ils ont depuis déjà maintenant presque 100 ans de façon définitive, mais je dirais de façon vraiment radicale en Europe depuis l'émergence du concept fédéraliste de l'Union européenne. Donc ça, je parle du continent européen. Donc il est très clair que les gens qui sont derrière le Great Reset sont ceux qui ont organisé tout ça. Mais le Great Reset n'est que la partie, émergée de cet iceberg. C'est pas Klaus Schwab à lui tout seul qui gère cette superstructure de domination. Derrière, il y a tous les intérêts capitalistiques supérieurs. Et je répète, ces intérêts capitalistiques sont dominés par les intérêts de la haute finance, dans le sens où cette haute finance est hégémonique et où elle a son quartier général, si je puis dire, son QG à la City de Londres. Donc vous décriviez d'une part une prise de pouvoir, mais qui date, qui depuis des décennies, qui est là, et d'un autre côté l'apparition d'un contre-pouvoir, et quand on prend le terme le Great Reset, donc une table rase si on veut, quel est le lien entre tout ça et cette précipitation qu'on sent aujourd'hui, à tel point que les mesures qui sont proposées ne sont plus du tout dans la mesure, mais dans la démesure totale? Alors,
Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette grande réinitialisation est prévue de très très longue date et qu'elle n'a rien à voir avec l'émergence de la Chine en tant que contre-pouvoir. C'est leur programme, leur agenda était de prendre officiellement le pouvoir politique qu'ils ont officieusement depuis trop longtemps. Donc ça, effectivement, c'était une planification de très long terme qui, de toute façon, aurait émergé à un moment ou à un autre. Par contre, la nouveauté, et ce qui a, je pense, accéléré leur agenda, est justement qu'ils ont été pris à revers par la soudaine indépendance de leur colonie chinoise, qu'ils considéraient comme une colonie acquise, et qui a émergé en tant que puissance autonome. Et ça, c'est ce qui a accéléré leur agenda, de façon à ce que, comme ils perdaient le contrôle d'une partie de leurs assets, parce que c'est comme ça qu'ils considèrent les pays, les hommes, les institutions, sont des propriétés pour eux, comme ils ont perdu la main sur ça, il fallait resserrer très fort les liens de domination sur ce qui existe déjà, de façon à couper toute possibilité de contestation intérieure, et ensuite renforcer ces moyens d'action de tous ordres, y compris militaires, pour se concentrer sur leur ennemi nouvellement émergé. Vous dites couper toute forme de contestation intérieure. Est-ce qu'il y aurait du coup un lien entre la pandémie et ce plan des mondialistes ? Ce virus, très clairement, a été lancé en tant qu'arme bactériologique contre les ennemis de l'hégémonie financière qui est désignée par la Chine, clairement, pour affaiblir la partie adverse, la montrer en tant que grand méchant loup pour tous les pays du monde et générer une coalition internationale contre la Chine, justement, de façon à renforcer ses propres troupes au détriment des troupes de l'adversaire. Là, on est vraiment dans des stratégies de guerre militaire, mais qui sont appliquées à des populations civiles et à des États. Des États en tant qu'en superstructure juridique. Mais donc la Chine s'en est sortie, puisqu'elle va très bien aujourd'hui. Ah bah la Chine est très... non mais je veux dire, la Chine c'est une civilisation, bien entendu, mais ça, effectivement, comme ensuite ces gens qui génèrent tous ces troubles ont quand même très peur de leur propre population, qui pourrait éventuellement aussi avoir des velléités de commercer avec la Chine, de se tourner vers la Chine en tant qu'amis, etc. Et ben, il s'agit de les tenir tranquilles, il s'agit de les tenir sous contrôle. Et pour les tenir sous contrôle, il n'y a jamais aucune arme plus efficace que celle de la peur. Peur, distanciation sociale, donc, le virus, bien sûr, la peur, ça permet d'isoler les individus les uns des autres. Donc la peur permet de légitimer des mesures de distanciation sociale qui empêchent les gens de se regrouper, donc de comploter. Voilà, parce que le complotisme, mon Dieu, ça existe depuis la nuit des temps. Les complots, en tout cas. Est-ce qu'on peut dire que, vu que la première manche, ils l'ont perdue, c'est-à-dire que la Chine ne s'est pas du tout laissée prendre par la première manœuvre, et donc en perdant la première manche, la pression devient intérieure, et du coup, justement, ils peuvent réutiliser le même alibi, donc la pandémie, pour justement ensuite s'attaquer au deuxième risque, qui est en fait la population des pays occidentaux. Et donc, peut-être que c'est la conséquence de la perte de la première manche. Est-ce qu'on pourrait dire ça ? Alors, on peut dire ça, effectivement, c'est exactement ça. En tout cas, ça a accéléré leur programme, parce que leur programme qui consiste à contrôler l'intégralité de l'humanité par le contrôle de chaque individu de façon numérique, ça c'était préexistant. Mais ce que l'émergence de la Chine en tant que contre-pouvoir a généré, c'est en fait une accélération de la mise en œuvre de leur agenda à des fins qu'ils n'avaient pas prévues. Et donc, ils sont obligés d'aller plus vite, et donc c'est moins discret vis-à-vis des populations, ça les met en fait en danger, et d'avoir perdu la première manche peut entraîner la perte de la deuxième, justement. Alors que les populations étaient relativement acquises quand tout était dans la ouate, de les confronter de façon un peu plus virulente à une domination numérique, physique, biologique, radicale, peut se retourner contre eux. La mise en œuvre du pass vaccinal, qui est maintenant imposé un peu partout, avec l'accélération aussi du vaccin pour tous, est-ce qu'on peut dire que tout ça est également accéléré parce qu'on assiste à un éveil des populations qui se rendent compte de plus en plus
qu'il se joue d'autres enjeux dans les coulisses de la géopolitique? Oui, c'est très clair en fait. Ça c'est une certitude. Je dirais que le pass vaccinal, c'est vraiment la mise en laisse des populations et la mise en danger également. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que, étant donné que cette hystérie collective autour du Covid a généré une peur de type vraiment hystérique dans les populations, ça leur permet d'imposer un vaccin qui lui-même génère des variants et des tas de problèmes qui vont leur permettre de réutiliser ce sentiment d'insécurité biologique et générer de la peur, toujours plus de peur, pour finalement imposer ensuite une version numérisée de l'individu, y compris de toutes ces données les plus intimes, les données médicales, au détriment de toute sécurité. Et vous savez que des peuples qui renoncent à la liberté pour un peu de sécurité finissent par perdre l'un et l'autre. Et ça, les populations ne sont pas suffisamment averties pour être capables de dépasser la peur qui leur est directement imprimée dans le cerveau pour retrouver un certain équilibre et une certaine autonomie par rapport à leur propre vie. On peut dire aussi qu'ils sont sur le fil du rasoir actuellement parce que la Chine ayant bien passé ce premier cap, il devient une source d'inspiration pour beaucoup de peuples qui n'étaient pas forcément encore totalement alignés d'un côté ou de l'autre. Et donc ça augmente énormément la pression sur ce pouvoir. Et aujourd'hui, ils ont besoin du soutien de la population de leur pays, des pays occidentaux, et en fait, ils ne sont pas sûrs de les avoir de leur côté. C'est la raison précise pour laquelle tous les médias du monde, y compris les médias dissidents, sont là pour nous faire passer la Chine comme le grand méchant loup, le terroriste ultime, le seul pays au monde qui n'est pas démocratique et qui est un pays dictatorial qui lutte contre la liberté humaine, etc., etc. Alors que les méthodes autoritaires impérialistes ont été toutes absorbées par les très grands capitalistes qui ont dirigé ce système économique global. Donc c'est vraiment une escroquerie, une imposture. Les Chinois, il suffit d'aller en Chine pour se rendre compte que les Chinois sont très favorables à leur gouvernement, sont très heureux. Ils ont été sortis de la grande pauvreté en relativement peu de décennies, en 2-3 décennies. Et très honnêtement, vous vous promenez en Chine, vous voyez des gens beaucoup plus heureux que quand vous vous promenez en France. Donc je dirais qu'il y a toute une machinerie géopolitique qui s'est mise en place pour désigner la Chine comme notre ennemi et celui vers lequel il ne faut surtout pas aller parce qu'il va nous mettre en esclavage. Alors qu'au contraire, ceux qui veulent nous mettre en esclavage sont ceux qui sont chez nous et qui dirigent cet empire financier global. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas se tromper d'ennemi. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on aime la liberté et si on veut conserver un discernement humain, il est très important de ne pas aller volontairement se mettre les chaînes de l'esclavagisme. Si vous acceptez ce vaccin, d'une part c'est une expérimentation génétique de nature génétique dont on ne sait rien sur l'avenir, c'est justement la raison pour laquelle eux-mêmes ne connaissent pas les conséquences à long terme sur tout le monde, donc c'est la raison pour laquelle ils font cette expérimentation. Avons-nous vraiment envie et besoin d'être des cobayes pour les intérêts financiers supérieurs qui ne pensent qu'à une chose, c'est nous mettre en esclavage? Ça, c'est la première question que les populations doivent se poser. Et la deuxième question, une fois qu'on aura ces choses à l'intérieur de notre corps, est-ce qu'on doit accepter que ce soit utilisé pour numériser toutes nos données personnelles? On est dépossédé de notre propre intimité. Enfin, je dirais que là, ce sont des questions qui sont fondamentales, qui mettent en jeu la liberté de conscience, la liberté humaine la plus élémentaire. Donc, effectivement, moi, je n'ai pas de conseils à donner aux gens, mais la moindre des choses, c'est quand même de se mettre un peu à réfléchir avant de se jeter comme ça dans la gueule du loup. Et il y a un sujet que j'aimerais aussi aborder avec vous, c'est la sémantique des mots et les terminologies utilisées dans le jargon politique, dans le jargon économique. Pouvez-vous un peu nous donner quelques exemples de ce détournement des mots, de la sémantique et des objets? Déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si vous avez envie d'assassiner votre voisin, vous n'allez pas aller lui dire « je veux t'assassiner », vous faites d'abord un grand sourire, vous dites oh, « vous savez, il y a un film qui s'appelle Harry, un ami qui vous veut du bien ». On est tout à fait dans ce contexte-là. Vous ne pourrez pas obtenir le consentement des gens
en leur proposant un avenir d'esclavagisme, voilà, donc ils sont obligés de tourner ça. Enrober la chose. Enrober de façon rose. Je peux cadeau. vous dire que nous, ils nous ont fait passer la dernière loi qu'ils ont appelée la fin de l'état d'urgence, alors qu'en réalité, c'était l'état d'urgence introduit dans le droit commun. Donc ils ont appelé ça la fin de l'état d'urgence. Voilà. La loi contre antiterroriste, c'était tout à fait gentil, mais il faudrait encore aller creuser un peu pour savoir qui finance et qui sont les terroristes et qui les finance. Alors là, je vous renvoie à votre compatriote Daniel Eganzer, qui a fait un travail formidable sur les armées secrètes de l'OTAN et qui a été le premier à avoir le courage de dénoncer ces réseaux subversifs qui sont indépendants des États, qui s'imposent aux États et qui créent sans arrêt des faux drapeaux, des faux semblants, qui font passer des vessies pour des lanternes et qui génèrent cette fameuse servitude volontaire que la Boétie avait déjà en son temps expliqué. Donc c'est quand même pas des techniques qui sont très, très nouvelles, quoi. On peut parler aussi des Nations Unies. Alors on parle de Nations Unies qui au fond désunissent. Les Nations Unies, c'est toujours des organisations internationales qui sont sous contrôle du rapport de force. Donc le rapport de force, à partir du moment où il a basculé de façon quasi définitive vers l'empire financier global, il n'y a aucune raison pour que les organisations internationales ne soient pas à leur service. Et c'est d'ailleurs eux qui ont créé ces organisations internationales. Ils mettent sans arrêt en avant les droits des uns, les droits des autres. Et c'est en fait les droits qui désunissent et qui éclatent, qui permettent d'exploser le groupe, la notion de collectif et la notion donc d'État finalement, de nation. Au-delà d'un État formel, il s'agit de nations, de groupes cohérents qui a à cœur de défendre ses intérêts de groupe. Donc pour vous, les droits de l'homme sont des instruments de récupération des populations au service de nouveau des mêmes. Absolument, ça relève de la technique que vous venez de montrer en disant on montre un versant joyeux, positif, libéral, démocratique, pour en réalité resserrer les liens de l'esclavagisme. Et en général, on crée des entités très grandes qui englobent le maximum pour perdre évidemment tout rapport avec la base. Bien sûr, et puis ça laisse des marges de manœuvre parce que comme il y a des intérêts apparemment variés, on peut actionner les uns ou les autres en fonction du moment opportun. D'où le besoin d'appeler systématiquement toutes ces entités mondiales. Banque mondiale. Bien sûr, alors c'est mondial dans le sens des intérêts financiers mondiaux globalisés, mais pas dans le sens des populations mondiales. Alors c'est mondial en effet, mais ça représente un intérêt catégoriel très, très caractéristique, non pas l'intérêt général des populations du monde. Alors, vous dites qu'il faut un petit peu se méfier des droits de l'homme pour être beaucoup plus concentré sur les devoirs de l'homme. Quels sont ces devoirs ? En réalité, il n'y a pas de droit sans devoir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de limite vis-à-vis de ce que vous exigez en tant que droit, vous êtes soumis à la même chose de votre voisin, et si votre voisin est plus fort, il va vous subvertir. Donc en réalité, mettre systématiquement en avant que les droits, ça revient à la loi de la jungle, la loi du plus fort. Donc en réalité, si on veut créer société, si on veut faire un groupe, et là je parle du contexte de civilisation, parce que la civilisation ne se développe que sur le développement du groupe. Donc si on veut faire civilisation, il faut savoir renoncer à certains abus de droits individuels pour déterminer un intérêt collectif, c'est-à-dire le plus petit dénominateur commun qui permet que la vie en commun soit possible. Les intérêts, parmi tous les intérêts variés, on met en commun certains intérêts essentiels qui permettent au groupe de se développer, et ça veut dire avoir des devoirs envers son prochain. Ça veut dire, si vous respectez cet intérêt commun, ça génère des devoirs envers vous-même. Vous devez le respecter. Donc en réalité, il n'y a pas de groupe sans devoir. Et évidemment qu'il y a des droits, mais mettre systématiquement en avant que les droits, en fait, c'est la disparition du sens même de la civilisation. Et on pourrait donc aussi dire que, évidemment, ces groupes qui sont très peu nombreux, tout à leur avantage de systématiquement individualiser, parce que ça fait leur force, alors que le groupe serait justement ce qui les restreindrait. Donc évidemment, on est dans l'art de la guerre, diviser pour mieux régner, c'est de bonne politique depuis toujours. Donc effectivement, l'intérêt de ces gens-là, c'est d'isoler chaque entité de façon à mieux les contrôler. Si les individus devenaient des électrons libres, coupés à la fois de leur histoire personnelle, individuelle, de leur histoire familiale et de leur histoire
politique, c'est-à-dire du lien qui les réunit à un groupe plus large, ne sont rien. Ce sont des gens qui sont très très fragiles, malléables, manipulables et très vulnérables au final. Et d'où l'intérêt également de diviser sur tous les sujets possibles et imaginables, les genres, les affrontements à tous les niveaux, et d'atomiser. Black Lives Matter. Bien entendu, tout est instrumentalisé, les religions, les races, les sexes, les genres, tout est sujet à conflit. En fait, tout devient conflictuel. Et en fait, la génération spontanée de conflits est ce qu'ils recherchent en priorité pour garder le contrôle sur l'ensemble des populations, bien entendu. Mais c'est une stratégie militaire qui doit être enseignée et qui est enseignée dans toutes les écoles militaires. Simplement là, ce qui échappe aux gens, c'est qu'elle est mise en œuvre contre, non pas des militaires, mais contre des populations et des États. Et c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau, que des entités privées puissent mettre à genoux des États en utilisant des stratégies de nature militaire. Finalement, ces minorités qui tentent de nous faire basculer vers une dictature mondiale, est-ce qu'ils sont redoutables? Est-ce que c'est David contre Goliath? Ou est-ce que nous avons les moyens de leur faire des croche-pattes et qu'ils mordent de la poussière pour retrouver notre pouvoir sur notre existence? C'est les deux en fait. Ils sont à la fois redoutables et très fragiles. Ils sont redoutables parce qu'ils ont beaucoup d'armes à leur disposition, et ils sont très fragiles parce qu'une fois qu'on les a identifiés, qu'on connaît les armes qu'ils utilisent, ils manquent totalement d'imagination. Les armes sont toujours les mêmes et il devient très facile de les mettre à jour. Donc il y a beaucoup un travail d'instruction qui relève de la circulation de l'information, qui est tout à fait fondamentale. C'est pour ça qu'elle est tellement censurée, et d'ailleurs quand il s'agit de les contre. Bien entendu, ils savent très bien, ils ont bâti toute leur force sur le contrôle de l'information. Donc à partir du moment où l'information leur échappe, c'est déjà une grosse partie de leur contrôle qui part. C'est la raison pour laquelle il y a une telle virulence, une telle violence sur le contrôle de l'information. Et je précise bien mainstream, effectivement, de l'information qui passe par les médias principaux officiels, mais également une infiltration des médias dissidents qui sont également là pour travestir la réalité, pour rendre la confusion des esprits totale et empêcher les gens de véritablement percevoir les enjeux réels des débats et des rapports de force qui ont lieu actuellement. Donc, nous sommes tous des petits David, Valérie, et je sais que vous proposez un nouveau système ou un nouveau modèle de société pour que nous puissions renverser ce tigre de papier. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos solutions? Ce système est fragile dans la mesure où il repose sur des fondamentaux qui sont très fragiles. À partir du moment où les individus comprennent qu'il faut se réapproprier la vie du groupe, c'est-à-dire régénérer du collectif, ces gens-là ont déjà perdu. En fait, leur échec est certain. Donc, c'est la raison pour laquelle la réforme institutionnelle que je propose est fondée sur ce constat et sur deux postulats. Le constat selon lequel il faut réinstaurer des contre-pouvoirs qui ont totalement disparu de nos institutions, et le deuxième constat sur lequel il faut réapproprier la politique dans le collectif. Donc j'ai fondé toute ma réforme sur ces deux principes-là, et ce qui a généré finalement un modèle institutionnel qui reprend le meilleur à la fois de l'ancien régime que nous avons connu, du temps de la monarchie, et du nouveau régime sous lequel nous sommes déjà depuis 200-250 ans, et qui a aussi certains avantages par rapport à avant. Donc en fait, je fais la synthèse de ce qui a marché dans les deux systèmes. Et j'arrive à une organisation institutionnelle qui est fondée sur la réhabilitation du groupement d'intérêts que certains, où évidemment il y a des liens avec les corporations d'Ancien Régime, mais ces liens ce n'est pas la réémanation des corporations d'Ancien Régime, puisque j'élargis en fait ce système de corporatif à toutes les activités sociales, donc à la fois commerciales, non commerciales et spirituelles. Et je propose en fait que chaque intérêt s'organise en groupement, c'est-à-dire se réunissent pour générer leurs propres règles de fonctionnement de groupes
qui n'ont pas à dépendre d'édits ou de lois centralisées à un niveau beaucoup plus haut. Et ça part donc de la base, de regroupement par commune. Ensuite, ça monte au niveau de la région, et puis pour finalement générer un gouvernement de nature étatique. Mais si vous voulez, le plus important à comprendre, c'est que le gouvernement est vraiment une émanation des gens qui auront émergé de chaque groupement d'intérêt et qui auront été portés par les leurs, exactement. Par les représentants de leur propre corporation. Exactement, avec le principe de contre-pouvoir, parce que si un fonctionnement dans un groupement d'intérêt ne fonctionne pas, eh bien, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, il appartient aux membres du groupement qui en sont conscients et qui ont la volonté de faire changer les choses, de le faire changer. Et donc les gens récupèrent le contrôle de leur vie en se collective réunissant, en se regroupant par l'intermédiaire de leur vie privée, parce qu'ils se réunissent par centre d'intérêt. C'est eux qui déterminent leur centre d'intérêt. Ça peut être leur métier, ça peut être un hobby, ça peut être une volonté de s'investir dans un renouveau spirituel. Donc c'est le plus important à comprendre, c'est ça. Ce qui explique aussi pourquoi on est tellement strict avec les distanciations sociales et les mesures sanitaires. Ah oui, bien sûr, ils ont très peur du groupe. Les uns les autres, et pour absolument. nous empêcher de nous regrouper. Donc, ah ben évidemment. En d'autres termes, regroupons-nous, réunissons-nous sur nos intérêts, physiques, autour de nos intérêts individuels et collectifs. Tout à fait. Je voudrais juste rajouter à ça, pour qu'on puisse se retrouver, alors d'une part il faut déjà arrêter d'obéir évidemment, c'est la première chose. Il faut obéir avec une conscience, c'est-à-dire obéir aux règles utiles et désobéir aux règles idiotes et maléfiques. Mais avant cela, je pense qu'il faut aussi redonner espoir aux gens, c'est-à-dire qu'on est tous des êtres vivants, la vie en nous, personne ne l'arrêtera jamais, de garder confiance en cette vie et ce qui nous anime individuellement. Allez dans la nature, surtout ne les écoutez pas, ne vous artificialisez pas, retournez à la source qui vous fait vibrer, les montagnes, les rivières, la mer, toute la beauté du monde, les animaux, les êtres humains. Les rapports humains, les contacts humains, la tendresse humaine. Exactement, de ce niveau-là, repartons de là, parce que c'est ce qui nous donne la force, c'est les enfants qu'on regarde dans les yeux, sont amoureux, tout ce qui nous fait vibrer, c'est ça ce qui va faire qu'on se regroupe et qu'on va de nouveau défendre ce qui nous tient à cœur. Merci infiniment à l'un et à l'autre. Merci Valérie Begaud. Si on veut en savoir plus sur votre démarche et tout ce que vous êtes en train de développer un peu partout en France, en Suisse et en Europe, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, sur votre site internet valériebugaud.fr et sur votre groupe Telegram. Plein succès sur ce beau message d'espoir et d'ouverture sur la souveraineté, la liberté et la conscience que vous relayez par votre action, par vos ouvrages. Merci Mathias. Et à bientôt pour une nouvelle rencontre. Merci à toi Isabelle. Merci beaucoup Isabelle.